La députée LFI Gabrielle Catala, nous allons parler budget avec vous. Le gouvernement veut faire 40 milliards d'économies. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est l'entretien. Alors, 40 milliards d'économies, François Bayrou le justifie. Il parle de montagnes de difficultés, de situations insoutenables. Avant de parler des pistes envisagées pour faire ces économies, première question, êtes-vous d'accord avec le constat dressé par François Bayrou ? Bien sûr que non, puisque c'est M. Macron et la majorité à laquelle appartient le MoDem, qui est le parti de M. Bayrou, qui ont mis la France dans cette situation. Là, on est dans un moment où, depuis 2017, les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises nous ont fait perdre 60 milliards par an. Et si tous ces cadeaux, à savoir la suppression de l'ISF, la suppression de la CVAE, la baisse de l'impôt société n'avaient pas eu lieu, on en serait aujourd'hui à 3% de déficit, ce que réclame l'Union européenne, avec une règle avec laquelle je suis en désaccord, mais toujours est-il que eux, c'est le chantage aux 3% en permanence. Et s'ils n'avaient pas fait tous ces cadeaux, à la fois aux ménages les plus riches et aussi aux grandes entreprises, puisqu'on parle de 200 milliards d'euros par an de cadeaux aux grandes entreprises sans aucune contrepartie sociale ou écologique. Là, il parle de 40 milliards et il n'envisage à aucun moment d'hausser les impôts sur les plus grandes fortunes. Ce sera que sur les services publics. Alors qu'on a déjà eu le budget le plus austéritaire depuis 30 ans, entre 2024 et 2025. Ces 40 milliards, presque la moitié, ce sera en plus pris sur la sécurité sociale, qui est très paupérisée, alors que nous avons des solutions assez simples. D'ailleurs, récemment, à l'Assemblée nationale, on avait voté une taxe de 2%, la taxe Zuckman, sur le patrimoine des 1800 personnes en France les plus riches, celles qui ont un patrimoine de plus de 100 millions. Ça, par exemple, ça rapporterait jusqu'à 20 milliards d'euros par an. La moitié des économies. Voilà, la moitié des économies prévues. Rétablir l'ISF avec un volet climatique, ce que réclament de nombreuses associations et ce à quoi sont favorables près de 80% des Français, c'est 15 milliards. Mettre en place un impôt sur les 142 milliardaires français, ce qu'on avait d'ailleurs voté pendant le budget qui a été balayé par le 49.3, c'est pareil, c'est 15 milliards. Bref, tout ça est assez évident, les mesures existent. Et nous, on propose aussi, par exemple, la mise en place d'un impôt de 14 tranches pour que l'impôt soit plus égalitaire, puisque là, pareil, il y a 2 semaines, Bercy révélait que les 10% les plus riches payent moins d'impôts qu'avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. 14 tranches, pareil, ça rapporte 20 milliards. Bref, nous, on a toute une batterie de mesures qui permet de rapporter plus de 100 milliards. Et lui va encore présenter ces 40 milliards d'économies. Et pourquoi il fait ça maintenant ? Parce que Bruxelles examine un petit peu ce que font les pays. Et donc, pour satisfaire l'Union européenne, ils font ce style d'annonce. Et ils nous inventent qu'en juillet, le gouvernement va annoncer des mesures plus précises sur le budget. Or, en juillet, le budget est quasiment bouclé dans le pays. En réalité, là, l'administration travaille déjà sur un budget. Et ça veut dire qu'à l'automne, on aura encore une nouvelle cure d'austérité qui nous fera finalement plonger dans la récession. Alors, il y a une des pistes envisagées qui fait beaucoup grincer des dents, c'est la suppression de l'abattement forfaitaire de 10% dont bénéficient les retraités dans le calcul de leurs impôts. C'est une mesure de longue date, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de cet abattement forfaitaire ? Oui, en réalité, c'est un abattement qui permet de compenser la perte de salaire quand les personnes étaient salariées et qu'elles partent à la retraite. Mais pareil, là, c'est une mauvaise mesure parce que le problème, c'est pas, on ne doit pas raisonner en fonction de si les personnes sont salariées, si elles sont auto-entrepreneurs ou si elles sont retraitées. Ce qui compte, c'est leur revenu. Donc, que les retraités les plus riches soient taxés, c'est normal. Mais qu'on les vise en tant que retraités, alors que les personnes âgées, les personnes retraitées ne vivent pas mieux que les salariés de notre pays, c'est un problème. Si M. Bayrou voulait s'attaquer aux inégalités dans les retraites, il pourrait s'attaquer par exemple aux retraites chapeau. C'est ce qui permet à des grands patrons d'avoir des retraites jusqu'à 3 millions d'euros par an. Là, il n'a jamais envisagé de les taxer. Si des retraités ont un patrimoine immobilier très conséquent, et bien dans ce cas-là, avec nous, ils seraient assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais les viser en tant que tel, ce qui n'est pas très malin de la part de M. Macron d'ailleurs, parce que les retraités, c'est quand même le cœur de son électorat, je trouve ça inégal et profondément injuste. D'ailleurs, votre collègue insoumis Éric Coquerel en parlait justement il y a quelques temps sur cette suppression de l'abattement forfaitaire des retraités. On va l'écouter. Le problème, c'est quoi ? C'est que par an maintenant, il y a 60 milliards de recettes qui sont perdues du fait d'avoir fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et notamment aux plus riches détenteurs de capitaux. C'est ça
qui nous manque aujourd'hui, notamment par rapport au déficit. Bien. Donc ça, pour y toucher à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, il faut supprimer la flat tax. C'est ce bouclier, attendez, laissez-moi finir, du capital. Absolument. Il faut rétablir l'ISF, etc. Là, c'est dizaines de milliards en jeu. Pour ne pas toucher à ça, j'ai l'impression que finalement, on prend des cibles bien commodes. Et les retraités sont des cibles bien commodes parce que les 10% d'abattement, je vais vous dire pourquoi je suis contre, c'est que les retraités ont 10% d'abattement parce qu'on considère qu'en réalité, le revenu de retraité est inférieur à ce qu'ils avaient en tant que salariés. Donc c'est la raison pour laquelle on a poursuivi ces 10% d'abattement, et deux, parce que c'est moins comment dire, explicable, mais c'est la réalité. On pense que quand vous êtes retraité, que vous avez un revenu fixe, en gros, vous pouvez moins contourner l'impôt ou jouer avec l'impôt que d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a ces 10%. Voilà, finalement, on ne s'attaque plus aux retraites, mais aux retraités, hein, c'est un pas de plus ? Oui, c'est un pas de plus et c'est pour détourner l'attention, effectivement. Si on veut s'attaquer aux cadeaux fiscaux, il y a des niches fiscales polluantes qui devraient être supprimées. Il y a la flat tax, comme disait mon collègue et mon camarade Éric Coquerel. Il y a tous ces cadeaux faits aux entreprises. Et donc, s'en prendre aux retraités, c'est un petit peu la cible facile, surtout que l'abattement, c'est un peu technique. Personne ne sait ce que c'est. Alors que quand on parle d'impôt de solidarité sur la fortune, de taxes sur les super profits, de taxes sur les grandes entreprises, là, d'un coup, c'est beaucoup plus clair pour les gens. Et puis il y a aussi cette recommandation, la fin de l'indexation des pensions de retraite sur la hausse des prix. C'est une question qui sera étudiée, assure la ministre du Travail Catherine Vautrin. Comment en est-on arrivé à cette proposition finalement ? Mais je pense que comme il est impossible dans leur lexique de s'attaquer aux plus riches et aux grandes entreprises. Donc, au bout d'un moment, il faut bien trouver de l'argent. Et ils ont déjà détruit et démantelé un certain nombre de services publics. Donc là, ils redoublent d'inventivité pour essayer de faire la moindre économie. Or, cette mesure proposée par Catherine Vautrin, c'est exactement la mesure que nous avons censurée dans le dernier budget. C'était une de nos lignes rouges. On a censuré cette mesure-là. Et ça a permis au 1er janvier que les retraites soient revalorisées en fonction de l'inflation. Et ça a permis que les retraités aient quand même un minimum de pouvoir d'achat. Et encore une fois, si j'étais eux, mais force est de constater qu'ils ne sont pas souvent très malins, j'éviterais de proposer ce genre de choses parce qu'ils le paieront très cher vis-à-vis de leur électorat. Alors, autre piste envisagée, revoir le système de remboursement de la sécurité sociale. Vous en parliez tout à l'heure. La sécurité sociale, finalement, remboursera les soins en fonction des revenus. Ça soulève énormément de questions. Là, on touche réellement aux acquis sociaux de la France. Là, on touche, oui, à l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de l'universalité de la sécurité sociale, l'universalité des prestations sociales. Comme moi, par exemple, je suis favorable à l'universalité des allocations familiales. Ça avait été supprimé par une partie, cette composante universelle avait été supprimée par François Hollande. Mais c'est évident que la trajectoire qui est prise depuis 2017 va vers ce style de conditionnalité. Et encore une fois, ça soulève un très gros problème de société. La sécurité sociale, j'ai envie de dire, c'est sacré, c'est pour tout le monde, quels que soient ses besoins. Et donc, il est insupportable qu'ils en viennent à ce type de proposition. Donc là, ça veut dire qu'à partir de certains revenus, on ne sera plus remboursé pour nos médicaments, pour des visites chez le médecin, alors qu'on cotise pour la sécurité sociale. Exactement, tout le monde cotise. Là, je ne sais pas ce que la ministre a décrété, a déclaré de manière précise, mais encore une fois, il faudrait déterminer un seuil. Enfin, tout ça soulève des questions complètement stupides. Et je crois que ça soulève surtout l'urgence de censurer ce gouvernement qui est en fait à bout de souffle, puisque au-delà des annonces de M. Bayrou de 40 milliards, voire 50 milliards d'économies uniquement sur les dépenses. On a l'affaire Betaram qui suit son cours avec M. Bayrou qui sera auditionné le 14 mai par la commission d'enquête. On a un certain nombre de déclarations de ministres problématiques, notamment M. Retailleau, toutes ces déclarations extrêmement racistes, abat le voile, etc. Et nous, on a saisi la Cour de justice de la République sur ces propos. Bref, il est urgent de se débarrasser de ce gouvernement avant l'été. Ce sera aux socialistes, en tout cas, de décider s'ils vont censurer le gouvernement. Autre piste encore, parce qu'il y en a plein des pistes envisagées pour faire ces 40 milliards d'économies, c'est diminuer le budget aux collectivités territoriales. 8 milliards d'euros d'efforts vont leur être demandés. Quelles seront les conséquences ?
Alors là, c'est pareil, c'est lunaire de proposer quelque chose de ce type, puisque depuis 2017, M. Macron a supprimé la taxe d'habitation. Donc certes, ça fait plaisir à un grand nombre de ménages, mais elle aurait dû rester pour les ménages les plus fortunés, et ça a asséché les finances des collectivités territoriales. Récemment, il a supprimé la CVAE. Là, dans le budget qui est passé par 49.3 début 2025, on a un certain nombre d'économies sur le logement, sur de nombreuses choses qui en fait sont des choses gérées par les collectivités. Aujourd'hui, tous les maires et les départements de gauche comme de droite sont mécontents puisqu'ils n'arrivent plus à mettre en place un certain nombre de politiques publiques pourtant nécessaires. Quand on regarde la paupérisation, par exemple, de l'aide sociale à l'enfance dans les départements, l'incapacité des départements à rénover certains collèges, quand on regarde les difficultés dans lesquelles sont de nombreuses communes françaises qui sont dans le rouge, les communiqués récurrents de l'association des maires de France, etc., on se demande qu'est-ce qui peut bien... les communes, surtout avant les municipales, c'est quand même le premier lien qu'ont les citoyens avec une administration, avec leurs élus. Donc on se demande quel est le projet qui est décidé derrière tout ça. Oui, puis d'ailleurs, les maires n'en peuvent plus. Preuve, ils ont boycotté la réunion voulue par Bayrou à Matignon. Oui, exactement. C'était un simulacre, puisque en réalité, M. Bayrou a invité un certain nombre d'acteurs, donc des élus, des élus locaux, des parlementaires, des personnalités. Mais c'était juste pour avaliser, pour les mettre devant le fait accompli de ces 40 milliards d'économies, après avoir déjà fait le même coup, le conclave des retraites, où finalement c'était une sorte de discussion pour ne rien changer. Ça, nous, on le savait depuis le début, mais certains sont tombés dans le panneau. Bref, il organise tout un type de réunion pour faire mine d'interroger les gens sur des décisions qui en réalité sont déjà prises. Alors, vous parlez de l'ISF, il a été supprimé, bien évidemment, par Emmanuel Macron en 2017. Pas question de le revoir, assure le ministre de l'économie, Éric Lombard. Selon lui, son remplaçant, l'IFI, fonctionne plutôt bien. Bon, c'est pareil, c'est une fumisterie, puisque l'IFI rapporte moins de 2 fois moins. L'ISF rapportait 5 milliards par an environ dans les meilleures années. L'IFI ne rapporte même pas 3 milliards. Il y a un certain nombre de techniques pour s'en exonérer. Aujourd'hui, la plupart des plus grandes fortunes françaises s'étant constamment enrichies depuis 2017, l'ISF, s'il était rétabli tel qu'il existait en 2017, rapporterait 10 milliards. Ensuite, si on lui ajoutait un volet climatique, il en rapporterait 15. Il faut savoir que l'ISF était un grand symbole. Ils avaient créé par Mitterrand, ça s'appelait l'IGF dans les années 80. Jacques Chirac avait fait l'erreur de le supprimer. Il avait ensuite payé très cher avant lui-même de le rétablir. Et aujourd'hui, quand on propose de rétablir l'ISF, qui plus est n'a jamais fuir personne, puisque leurs arguments habituels sont de dire si on rétablit l'ISF, les riches vont fuir le pays et ne vont rien investir. Or, on voit bien que lorsque l'ISF existait, que ce soit sous M. Mitterrand, sous M. Chirac, sous M. Sarkozy, sous M. Hollande, aucune des grandes fortunes françaises n'a fui le pays. Et on voit bien que là, le manque d'investissement actuel et la désindustrialisation, les fermetures de grandes usines françaises et de fleurons de l'industrie n'ont rien à voir avec ce type de mesure-là, qui est une simple mesure de justice sociale. Aujourd'hui, si M. Bernard Arnault, par exemple, était assujetti à l'ISF, ça ne changerait pas grand-chose, il resterait milliardaire. Pareil pour M. Bolloré, pour M. Pierre-Édouard Serrin, pour tous les milliardaires que compte notre pays, ce serait juste un minimum de justice, et ce genre de taxation sur les plus grandes fortunes existe dans de nombreux pays européens et n'ont pas fait fuir leur principale fortune. Alors, il y a la contribution différentielle sur les plus hauts revenus, la CDHR, présentée comme temporaire, elle va être pérenne apparemment. En tout cas, la présentation du nouveau budget nous le montre comme ça. Expliquez-nous, parce que c'est un peu différent que ce que vous proposez, la taxe, vous en parlez tout à l'heure, Zuckman. Oui, c'est différent parce que ça rapporte beaucoup moins, leur taxe, c'est des miettes finalement. La taxe qui est d'ailleurs, j'allais dire votée, mais même pas votée puisque c'est passé par 49.3, rapporterait uniquement 2 milliards. Donc ça, c'est la CDHR. Voilà, elle était temporaire. Donc elle allait s'appliquer uniquement pendant 1 an.
en touchant un nombre extrêmement réduit de ménages. Et c'était une taxe sur laquelle finalement il est difficile de savoir si dans la réalité elle va rapporter 2 milliards ou si finalement ce sera que 1,5. Nous, la taxe Zuckman qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui touche toutes les personnes dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros, c'est-à-dire 1800 personnes en France, un nombre très réduit de ménages, rapporterait jusqu'à 20 milliards d'euros. La fourchette est entre 15 et 25 milliards. 15 et 25 milliards, par exemple, si je dois comparer avec un budget de l'État, le budget annuel du ministère de la Justice, c'est 12 milliards d'euros, par exemple. Donc cette taxe permet de financer totalement le budget annuel du ministère de la Justice. Si elle rapportait jusqu'à 20 milliards, 20 milliards, c'est le budget annuel du ministère du Travail, ou c'est le budget annuel du ministère de l'Enseignement supérieur. Bref, c'est énorme, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et leur taxe, finalement, qui soi-disant va être pérennisée, je ne vois pas pourquoi on ne rétablirait pas tout simplement l'ISF ou on ne mettrait pas tout en place juste la taxe Zuckman. Alors, le 49.3 pour le budget, on est un peu habitué ici en France. Éric Coquerel, qu'on a entendu tout à l'heure, donc votre collègue insoumis, propose de le supprimer pour les textes budgétaires. Est-ce que vous êtes d'accord? J'imagine que oui, je suis d'accord. Nous, vous savez, on est pour passer à une 6e République. On a lancé une campagne là-dessus et on est pour supprimer toutes les mesures anti-parlementaires qui existent dans la Constitution. Donc le 49.3, le vote bloqué. C'est vrai que sur un budget, là, sans 49.3, il y aurait dû avoir des marges de négociation et on serait arrivé avec un budget beaucoup moins austéritaire. Souvenez-vous, le 49.3, les socialistes n'ont pas censuré parce qu'ils avaient soi-disant obtenu des garanties. On voit plusieurs mois après qu'aucune garantie n'a en réalité été obtenue. Le conclave des retraites n'a rien donné. 5000 classes seront supprimées à la rentrée. Là, on nous annonce 40 milliards en plus d'austérité. Récemment, un décret a annulé 1 milliard d'euros sur l'assurance maladie. Et donc, le budget de monsieur, en réalité, c'est monsieur Bayrou qui, grâce à la naïveté ou à la méconnaissance et la mauvaise foi des socialistes, a gagné sur ce sujet-là. Et si on regarde où on en est en faisant le bilan des 3 dernières années, avec les annonces de 40 milliards en plus, on serait à presque 100 milliards d'économies sur 3 ans, ce qui est énorme et ce qui représente une saignée sans précédent sur les services publics. Alors, on va parler d'une autre actualité. Elle a tourné dans l'océan Indien d'Emmanuel Macron. Il doit arriver ce matin à La Réunion. Et puis hier, il était à Mayotte. Première annonce qu'elle a faite, un plan de refondation de plus de 3 milliards d'euros, 3,2 milliards d'euros. Je vous vois sourire. Alors, 3 milliards d'euros, bon, déjà, quand on regarde les conditions exactes, c'est sur 6 ans. Donc, c'est de 2025 à 2031, ce qui ne fait pas beaucoup pour un territoire où il y a 320 000 habitants, dont 77% vivent dans la pauvreté. Tout ça est insuffisant parce que les différents chiffrages nous disent qu'il faudrait 10 milliards pour reconstruire Mayotte correctement. Et après, quand on regarde précisément ce qu'il y a dans ces 3 milliards, c'est comme beaucoup d'annonces de M. Macron du réchauffé. Par exemple, dedans, il y a 300 millions pour construire une prison. Alors moi, je ne vois pas comment ça va permettre de mieux résister à un cyclone. La prochaine fois, cette prison, qui plus est, elle était déjà prévue. C'est le plan des 15 000, de construction de 15 000 places de prison qui date de Mme Belloubet, puis de M. Dupond-Moretti, puis maintenant de M. Darmanin. Bref, il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. Ensuite, un tiers du texte, c'est sur l'immigration. C'est durcir les conditions de titre de séjour, renforcer la lutte contre l'immigration inégale, etc. Et il n'y a presque rien sur le plan social. Mayotte, c'est déjà un lieu où le droit est dérogatoire. Par exemple, le SMIC à Mayotte n'est pas le même que dans l'Hexagone. Il n'y a pas, malgré ce qu'on raconte, d'aide médicale d'État. Ça n'existe pas à Mayotte. Le RSA est divisé par 2 à Mayotte, pareil. Et là, quand on regarde dans les détails, le texte prévoit, par exemple, qu'il faut aller vers le SMIC qui est dans l'Hexagone après 2031. Et c'est une loi, encore une fois, de programmation. Donc, il a annoncé 3 milliards. C'est annexé une loi de programmation. Une loi de programmation, ce n'est pas contraignant. Donc, ça veut dire que ça fixe des objectifs, mais que si ensuite on ne les respecte pas, comme les lois de programmation sur la justice, la loi de programmation militaire, toutes les lois de programmation qui ont été votées, ça ne changera rien. Donc, il y a 2 mesures que je trouvais positives dans le texte, c'est de classer un très grand nombre de lieux à Mayotte en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce qui donnera lieu à une plus grande attention de l'État. Mais pour tout ce qui est le problème central, c'est-à-dire les services publics, des logements salubres qui résistent aux catastrophes naturelles, en fait, dans ces 3 milliards, il n'y a presque rien.
Alors, et cette loi sur l'immigration à Mayotte, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire concrètement que le droit du sol, désormais, ne sera plus le même à Mayotte ou à Lille ou à Marseille, par exemple. Exactement. Alors, dans cette loi-là, il y a que prévoit M. Macron, il y a un durcissement du titre de séjour, mais il y a cette loi de la droite républicaine, qui n'a plus grand-chose des républicains, qui est passée récemment à l'Assemblée nationale pour durcir les conditions de droit du sol, sur laquelle nous, on a saisi le Conseil constitutionnel, donc elle n'est pas encore entrée en vigueur. Mais cette loi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit qu'en gros, un enfant à 18 ans ne pourra demander la nationalité française que si, lorsqu'il est né sur le territoire mahorais, ses deux parents étaient légalement sur le territoire, tous les deux, depuis au moins 1 an. On voit déjà les ravages de la loi Collomb, qui était la loi d'avant, de 2019, qui a, pareil, créé un droit dérogatoire. Il faut qu'à 18 ans, l'enfant prouve que lorsqu'il est né sur le territoire français, sa mère ou son père était légalement sur le territoire depuis au moins 3 mois. Et là, il y a une enquête de Mediapart qui est parue hier, qui montre qu'il y a plein d'enfants, d'adolescents, qui en fait sont nés donc en France, à Mayotte, ont fait leur école primaire, leur collège, leur lycée, et qu'une fois qu'ils s'inscrivent sur Parcoursup, qu'ils passent le bac, on leur dit dans le même temps qu'en fait ils ne pourront jamais être français. Parce que, et cela a créé un très grand nombre de dépressions, d'exclusions. Certains ont même été exclus, renvoyés à Mayotte, renvoyés dans les Comores. Et ça a créé, bref, un droit, et évidemment, c'est le droit à 2 vitesses, alors que sur le territoire de la République, il ne devrait y avoir qu'un seul droit. Et nous, on pense qu'être républicain, c'est renforcer ces droits fondamentaux, et c'est pour ça qu'on propose d'inscrire le droit du sol à la Constitution, et qu'il soit le même à Mayotte, en Hexagone et dans les autres territoires d'outre-mer, parce que Mayotte, ça sert souvent de laboratoire du pire, et ensuite c'est étendu ailleurs. Là, on nous dit qu'on va créer un droit dérogatoire à Mayotte. Dans la loi immigration de fin 2023, il y avait la dérogation du droit du sol aussi en Guyane, à Saint-Martin. Il y avait un projet de le faire dans d'autres territoires. Ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel parce que c'était cavalier. Bref, c'était même pas sur le fond. Et là, ils sont revenus avec ce droit dérogatoire à Mayotte et j'espère que ce sera censuré. Alors, autre actualité bien évidemment internationale, c'est ce qui se passe à Gaza. Je ne sais plus vraiment par où commencer, à part que la situation est insoutenable et que les bombardements se poursuivent toujours. Oui, la situation est insoutenable et c'est pour ça qu'on se demande qu'est-ce qu'attend M. Macron pour reconnaître la Palestine. Puisque renvoyer tout ça à une conférence en juin avec plein de conditions sur c'est en fonction de si d'autres États reconnaissent Israël, etc. Tout ça n'est pas sérieux quand on voit que l'aide humanitaire est bloquée, que hier, ce suprémaciste, M. Smotrich, qui est ministre de Netanyahou, a encore dit, a avoué que les otages, en fait, n'étaient pas la question, que ce qui comptait pour eux était de détruire Gaza et de détruire le Hamas. Mais le Hamas, c'est une excuse. La réalité, c'est de détruire le peuple palestinien, c'est de les exterminer, finalement. Et là, tous ceux qui ne disent toujours rien sont des complices. On voit depuis que le cessez-le-feu a été brisé par Israël mi-mars. Pour vous, le silence, c'est pareil que d'être complice de crime. Je vois pas comment on peut rester silencieux face à de telles atrocités. Ce serait n'importe quel autre peuple, tout le monde monterait au créneau, etc. et se rendrait compte que la situation est insoutenable, écouterait les Nations Unies, la Cour pénale internationale. Voilà. Il y a une déshumanisation totale. Ça, en fait, c'est du racisme pur et simple. Et ça nous montre que pour une partie de l'humanité, la vie des Arabes et des musulmans en fait n'a pas de valeur, n'a pas la même valeur que celle des autres. Là, on est dans une situation où même l'ONU n'est plus écoutée. L'ONU nous dit par exemple que depuis le 18 mars, un quart des frappes israéliennes n'ont tué que des femmes et des enfants. Comment on peut penser que c'est une guerre comme une autre pour éradiquer un ennemi qui pose problème, etc. C'est un véritable génocide. Le nombre d'ailleurs de morts est complètement sous-estimé. On parle de 50 000 morts. En réalité, sous les décombres, il y en a 2 fois plus ou 3 fois plus. Il n'y a jamais eu autant d'enfants tués dans un conflit, autant de journalistes tués dans un conflit, autant d'humanitaires tués dans un conflit. Encore hier ou avant-hier, cette photojournaliste dont le film était sélectionné au Festival de Cannes a été assassinée chez elle par un bombardement. Bref, c'est une situation totalement inhumaine sur laquelle il est vrai qu'il est difficile d'avoir des mots. Et on voit que en France, les personnes qui dénoncent
ce génocide sont de plus en plus criminalisés. Là, il est difficile d'avoir des chiffres, par exemple, sur combien de personnes ont été poursuivies pour apologie du terrorisme, sur l'unique fondement qu'elle défendait, donc le peuple palestinien. Et vos collègues insoumis Voilà, qui avaient brandi des photos voilà, à l'Assemblée exactement, nationale. exactement. Vous étiez là à ce moment? Alors, j'étais pas là parce que j'étais au Conseil de l'Europe. J'avais une réunion, mais donc mes camarades ont brandi les photos. Et on voit que l'opinion, quand même, change un petit peu, puisque à une époque, pour ce type d'action à l'Assemblée nationale, on était tout de suite sanctionné de manière très sévère. Là, Monsieur Caron n'a eu, entre guillemets, que un rappel à l'ordre, alors que, souvenez-vous, Monsieur Delogu, qui avait brandi le drapeau palestinien, avait été exclu pendant 2 semaines et puis privé certains ont même été été assignés pour apologie du voilà. terrorisme. Et Rima Hassan, la semaine dernière, a été quand même interrogée pendant 11h30 par des enquêteurs qui l'ont interrogée sur ses tweets, sur pourquoi elle avait telle ou telle position, sur pourquoi elle parlait autant de la Palestine. Bref, j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à lire comment elle décrit cet interrogatoire, qui est en fait une intimidation et une humiliation extrêmement grave et une instrumentalisation du droit, puisque faire des tweets pour défendre les Palestiniens, ça n'a rien à voir avec l'apologie du terrorisme. Donc, en tout cas, vous estimez que l'opinion commence un petit peu... L'opinion commence un petit peu... On voit quand même... Bon, c'est navrant parce que ça fait 1 an et demi que ce génocide dure et c'est maintenant qu'il y a quelques réactions. On voit M. Macron qui envisage de peut-être reconnaître la Palestine, ce qui est un premier pas, mais j'attends de voir parce qu'il promet beaucoup de choses et souvent, à la fin, on est tout le temps déçus. Madame Braun-Pivet qui va nous dire qu'elle n'a jamais, que quand elle a dit qu'elle soutenait de manière inconditionnelle le gouvernement israélien, les gens l'ont mal compris et que sûrement elle s'est mal exprimée. C'est pas exactement ce qu'elle voulait dire. Elle l'a quand même dit. Voilà, elle a quand même 1 an et demi après, elle revient quand même sur un petit peu sur ses propos. On voit que et on voit vraiment une grande différence entre ce que nous montrent les médias et l'opinion des gens qu'on rencontre qui sont extrêmement choqués par tout ce qui se passe à Gaza. Et donc c'est là qu'il y a vraiment une grosse différence entre l'attention médiatique et le portrait qui est fait des Palestiniens dans les médias, et puis le 2 poids 2 mesures. Quand un soldat israélien ou 2 soldats israéliens sont tués, on a 3 minutes sur le sujet. Et quand un bombardement massacre 50 Palestiniens, ça dure 10 secondes et on dit qu'ils ont été tués, mais sûrement par l'opération du Saint-Esprit. On ne sait pas exactement comment. Il n'est jamais mentionné qu'ils ont été assassinés par l'armée israélienne. Donc l'opinion bascule peu à peu et j'espère qu'on arrivera à reconnaître la France reconnaîtra la Palestine en juin. Alors, ce sera ma dernière question. L'ONU, on le sait, parle de fausses communes en parlant de Gaza, parle d'actes génocidaires commis par Israël, parle même d'une guerre sans limite menée par Benyamin Netanyahou. Donc, on sait, les paroles sont claires du côté de l'ONU. Malheureusement, l'ONU n'a pas de marge de manœuvre. On le voit bien. Qui, aujourd'hui, sur la scène internationale, a une marge de manœuvre pour faire cesser les atrocités commises par Benyamin Netanyahou? Eh bien, tous les pays européens, en particulier évidemment les États-Unis qui sont le principal allié d'Israël, mais vu l'Amérique de Trump, on ne peut évidemment plus compter sur eux, et on ne pouvait pas non plus compter sur celle de Joe Biden dans tous les cas, qui était surnommé Genocide Joe par tous les militants de gauche aux États-Unis. Mais si la France reconnaissait la Palestine, ce serait le premier pays du G20 à le faire, un pays historiquement fondateur de l'Union européenne, et ça enclencherait des reconnaissances en cascade. Et c'est d'ailleurs récemment, je suis allée à New York pour un déplacement parlementaire et j'ai pu rencontrer l'ambassadeur de la Palestine auprès des Nations Unies. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a dit, tous ces pays-là attendent que la voix que la France, qui avait porté une voix forte quand elle a dit non à la guerre en Irak en 2003, soit de nouveau moteur pour la paix, aux côtés d'autres États. Et évidemment, je pense qu'on ne peut pas compter sur eux pour le moment. Le Royaume-Uni, ça a toujours été les toutous des USA. L'Allemagne, qui a un passé extrêmement gênant et qui a mis en place le régime nazi coupable des pires atrocités du XXe siècle, a une relation très particulière avec Israël, et elle considère la sécurité d'Israël comme une cause nationale. Donc l'Allemagne ne peut pas être un moteur dans cette situation-là. Mais si la France reconnaissait la Palestine et était vraiment
moteur sur le respect du droit international. Récemment, par exemple, nous n'avons toujours pas eu de réponse, mais M. Macron a ouvert l'espace aérien de la France pour que M. Netanyahou se rende en déplacement en Hongrie. Ça aussi, c'est un problème, c'est contraire au traité de Rome, établissement de la Cour pénale internationale. Donc si on respectait le droit international et si on reconnaissait la Palestine, ce serait déjà une très grande avancée. Gabriel Catala, merci à vous.